Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, le dernier de cette année 2025. Et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de toute l'équipe, à commencer par Mehdi Rezal. Bonsoir Mehdi. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Faisal Matawi est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Aux côtés de Faisal Matawi, on y reviendra tout à l'heure. Il y a d'abord Badis Khnissa qui est en face. Bonsoir Badis. Bonsoir Noël. Aux côtés de Faisal Matawi, Tarek Hafed. Bonsoir Tarek. Bonsoir. Et à vos côtés, Kamal Mansari. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Merci messieurs d'être ici pour ce dernier numéro de l'année. Au sommaire ce soir, l'essentiel de l'actualité nationale avec le Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune. Ahmed Ben Saada sera notre invité dans l'œil d'Alger. On reviendra sur son dernier article intitulé « Guerre médiatique de la France contre l'Algérie ». Restez avec nous. Il aura beaucoup d'informations à vous fournir, mesdames et messieurs. La loi criminalisant le colonialisme français au cœur du débat ce soir dans Face à l'info. Halal Boutelga, député à l'Assemblée nationale, et Akli Melolier, sénateur français, seront avec nous pour en parler en dernière partie d'émission. Comme d'habitude, Nariman Zekar nous rejoindra pour parler de la CAN 2025 et de la victoire de notre équipe nationale face au Burkina Faso. Nariman Zekar qui nous réserve également une surprise pour ce dernier numéro de l'année. Restez bien jusqu'à la fin. Et on commence donc, messieurs, avec l'essentiel de l'actualité nationale. C'est tout d'abord le Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Un Conseil des ministres consacré à l'examen d'un projet de loi portant amendement constitutionnel technique et de 2 projets de loi organiques relatifs au régime électoral et aux partis politiques. Faisal. Absolument, l'année 2026 sera une année électorale et c'est pour ça qu'il y a ce Conseil des ministres qui est le dernier de l'année, 28 décembre. Le Conseil des ministres a d'abord discuté d'un amendement constitutionnel technique et le président Abdelmajid Tebboune a décidé de reporter la révision de cet amendement technique pour approfondir l'étude et consolider l'acquis démocratique et l'autorité nationale d'indépendance des élections, ANI. Et le deuxième texte qui a été adopté au Conseil des ministres, c'est l'avant-projet de loi sur les partis politiques. Rappelez-vous, Nouhat, que ce texte a été distribué et donné aux partis pour approfondissement des amendements en janvier 2025. Donc à la fin de l'année, le texte est prêt et ce texte prend en compte tous les amendements proposés par les partis. Comme l'a souligné le président Abdelmajid Tebboune, les amendements visent à apporter une complémentarité dans le texte comme la loi sur les partis est l'une des lois les plus démocratiques du pays. Le troisième texte, il a été décidé de reporter son examen, c'est le projet de loi relatif au régime électoral. Et parce que les amendements qui vont être apportés concernent surtout les aspects techniques. Et le président Tebboune a souligné qu'il fallait étudier mieux ce texte, cet avant-projet, pour séparer ce qui est formel de ce qui est essentiel. Et le quatrième sujet abordé au Conseil des ministres, c'est l'indemnisation des coûts de transport dans le domaine économique. Il faut juste rappeler, Nouhat, que pour la loi sur les partis, il y a beaucoup de nouveautés dans ce texte de loi. C'est un avant-projet, donc il va bientôt partir à la Chambre basse du Parlement. Il interdit par exemple la promenade politique, c'est-à-dire le passage d'un parti à un autre, parce que cela a été constaté lors des précédentes élections. Le nomadisme politique. Il introduit aussi le principe de l'alternance démocratique au sein des partis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements au sein des partis, il faut le souligner, certains partis, pas tous. Et également, la représentation par wilaya, elle va augmenter, il faut 50%, les wilayas doivent représenter 50% au sein des organes des partis. Et juste, il faut aussi rappeler qu'il y a eu 11 nouvelles wilayas, donc il s'agit de revoir le régime des découpages administratifs par rapport aux élections. C'est pour ça qu'il y a cet amendement de la loi portant régime électoral. Merci Faisal Matawi. Autre actualité à retenir également cette semaine, c'est cette audience accordée par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, à Si El Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. L'occasion de faire le point sur les efforts déployés par le HCA dans l'accompagnement des politiques publiques liées à la promotion de la Mazirité. Kamal Mansari. Oui, bien évidemment, parce que déjà le président de la République, par cette audience, démontre à quel point il accorde de l'intérêt et de l'importance à la question de la Mazirité, non pas en tant que longue, mais en même temps de vecteur culturel et de dimension culturelle qui rassemble les Algériens dans toutes leurs strates et dans toutes les régions du pays.
Cette audience démontre aussi que le Haut Conseil, le SCA, a déjà élaboré énormément d'activités et de programmes qu'ils ont initiés et qu'ils ont réalisés sur le terrain. Et c'était l'occasion pour M. Assad de faire le bilan et de montrer au président les activités qu'ils ont réalisées et qu'ils comptent encore réaliser en 2026. La question de la mendicité était devenue une question très primordiale dans le débat public, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. On voit comment des voix essayent par tous les moyens d'utiliser cette question comme étant un sujet de clivage entre les Algériens, mais force est de constater que ces velléités n'ont pas abouti et que les Algériens, dans leur dimension, ont démontré qu'ils restent attachés à leur culture, à leur dimension culturelle et leur identité dans toute sa différence. Tamazirt Nouhad cimente la nation algérienne. Il faut relever que cette dimension a été consolidée au fil des ans. En 1995, il y avait l'introduction de Tamazirt dans le système scolaire d'éducation, parce que la Tamazirt est enseignée actuellement dans les écoles. Il y a des universités qui l'enseignent. Il faut justement relever les efforts considérables déployés par l'État en faveur justement de l'enseignement de cette langue. C'est vrai, plusieurs universités comme Birat, Tizi Ouzou, Batna et Bjaya, où il y a carrément des départements de Tamazirt. Tamazirt est langue nationale officielle depuis 2016. L'article 4 de la Constitution, et le HCA, que le Haut Commissariat à la Mizérité, est une institution qui relève de la présidence de la République. Le HCA d'ailleurs organise chaque année le prix du président de la République pour la langue et la tamazirt, la langue et la littérature tamazirt annuellement, où il y a aussi dans le domaine de l'édition des livres qui sont édités en tamazirt. Donc tamazirt est bien protégé par l'État algérien. Badis, on parle de conception inclusive de l'identité nationale où le tamazirt et l'arabe constituent deux piliers indissociables du socle identitaire commun. Des piliers de l'Algérie, c'est ça. Peux-je dire. Des piliers, l'islamité, l'arabité, la mazérité. Cet équilibre que le président de la République, d'ailleurs, accorde une grande attention particulière à travers le HCA, mais c'est surtout de la mazérité. Et je relève ici aussi une autre approche du président, celle de la politique du résultat. C'est que le président, comme on l'a dit, effectivement, il y a ce rapport qui a été présenté, notamment pour voir où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce haut conseil, notamment cette structure que le président aussi a voulu donner les moyens, donner aussi la volonté politique, puisque effectivement la question de la mazérité est une question latente parfois précédemment, mais qui a trouvé un bond très important et significatif sous l'ère de Abdelmajid Tebboune, qui effectivement veut donner la place qui se doit à la mazérité, qui encore une fois est une mazérité institutionnelle, qui est souveraine, qui est unificatrice et qui est surtout loin, je dirais, de l'instrumentalisation que nous avons peut-être perçue par certains brebis galeuses. Très bien, merci Badis. On revient à présent sur cette dernière information, messieurs. C'est la condamnation par l'Algérie des atteintes à l'intégrité territoriale au Yémen et en Somalie. On commence d'abord par le Yémen, si vous le voulez bien. L'Algérie qui suit avec une profonde inquiétude et préoccupation les graves développements que connaissent les gouvernorats d'Al-Mahra et de Hadramaut, ainsi que les répercussions qui pourraient affecter la sécurité, la stabilité et l'unité nationale au Yémen. Oui, c'est une région, effectivement, le Yémen est un pays qui souffre depuis des années déjà, depuis 2015, parce qu'il a été agressé par ses voisins. C'est un pays qui connaît des difficultés économiques et sociales, etc., une instabilité, disons, depuis 2011. Et malgré ça veut dire malgré cette situation terrible, il y a un groupe qui s'appelle Majlis al-Intiqal al-Janoub, et c'est le Conseil transitoire du Sud, qui proclame ou qui pense qu'il peut se séparer du Yémen en proclamant ces zones du sud-est yéménite qui sont Hadramaut et Al-Mahra, qui sont des zones stratégiques pétrolières très importantes pour le Yémen, comme zone donc autonome ou comme zone qui vont se séparer du Yémen. Le Yémen qui a été réunifié il y a plus de 30 ans, Yémen du Sud, Yémen du Nord. Et donc c'est pour ça que l'Algérie, qui a toujours plaidé pour l'intégrité territoriale de la nation yéménite, qui a toujours plaidé aussi pour l'intangibilité des frontières, a condamné cette décision donc, prise d'une manière unilatérale. Il faut noter aussi que le pays voisin, qui est l'Arabie Saoudite, a aussi condamné cette séparation et cette décision unilatérale de ce Conseil. Évidemment, cette région n'est reconnue par aucun pays, par aucune entité. Et cette position de l'Algérie donc, va dans le sens aussi de la charte de l'ONU du droit international. Pour ceux qui connaissent le Yémen savent pertinemment que la région de Hadramaut est un prolongement historique, identitaire et culturel de l'Arabie Saoudite. C'est très important pour les Saoudiens que cette région
soit préservée au sein de l'État yéménite. Pourquoi? Parce que d'abord, à l'origine, quand on voit les anciennes tribus saoudiennes sont d'origine yéménite. Donc forcément, l'importance de la région est quelque chose qui est presque une ligne rouge pour les Saoudiens. Surtout ce qui se passe actuellement, c'est l'intervention étrangère dans le conflit, parce que cette volonté de séparer le pays en deux, c'est-à-dire revenir à l'état d'avant 1990, lorsque le Yémen était séparé entre le nord et le sud, on voit l'apparition des groupes soutenus par les Émirats. Et c'est cela parce que les Émirats sont présents à travers des milices et en finançant aussi le conseil de transition du Yémen du Sud, parce que les objectifs inavoués des Émirats est de pouvoir installer des bases militaires et notamment contrôler la région de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb qui est un prolongement stratégique. Nous savons que l'Ansar Allah, les Houthis, contrôlaient cette région, contrôlaient ce port et faisaient de ce port-là une sorte de poste avancé pour défendre la cause palestinienne, notamment les Gaza et surtout interdire la traversée, le passage des navires israéliens qui allaient vers le port d'Eilat. Et maintenant, quand on sait qu'il y a une connivence directe entre les Émirats et Israël, donc l'objectif est clair: démembrer le pays en deux et faire en sorte à ce que les nouveaux pouvoirs qui s'installeraient au Yémen du Sud deviennent pro-émiratis et forcément pro-israéliens. C'est pour cela que aussi, par ricochet, on voit ce qui se passe dans le Somaliland, c'est pour faire une conjonction entre les deux ports, c'est-à-dire de Barbara jusqu'à Bab el-Mandeb, créer une sorte de corridor qui sera sous contrôle émirati et sioniste. C'est pour cela que l'intervention de pays comme l'Algérie, dire qu'il faut respecter la territorialité et l'intégrité territoriale. Oui, la souveraineté du pays sur tout le territoire revient à dire que nous voulons que ce Yémen-là, qui est membre de la Ligue arabe, il est membre dans son espace actuel et dans sa géographie actuelle. C'est pour cela que démembrer le pays revient à créer des tensions qui pourraient poursuivre des années. Parce que si, d'un côté, on voit que les velléités émiratis et sionistes de contrôler le sud du Yémen pour des raisons géostratégiques, on voit aussi que la Ligue arabe voudrait, y compris l'Algérie à leur tête, voudrait que ce pays reste dans l'état où il est actuellement, parce que c'est une question de stabilité dans la région et nous ne voulons pas, à travers notre diplomatie, que cette région se transforme en un nouveau foyer de tension qui pourrait avoir des conséquences graves. Très bien, merci Kamal Mansaleh. On rappelle également que l'Algérie a aussi condamné fermement la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland que vous avez évoqué à l'instant. Une démarche que l'Algérie a donc qualifiée d'illégale et de grave atteinte à la souveraineté de la Somalie. Bien évidemment, l'Algérie, et ça a été rappelé, défend d'abord les solutions politiques, des solutions sous l'égide de l'ONU, avec des résolutions claires, limpides, efficaces, mais surtout aussi avec un aspect fondamental qui est la souveraineté des États. Leur intégrité territoriale, bien évidemment, et leur indépendance de la décision. Or, il s'avère que dans ces deux cas de figure, notamment à savoir le Somaliland, qui est d'ailleurs un territoire de la Somalie qui n'est pas reconnu par l'ONU, voyez-vous, la reconnaissance de l'entité sioniste est une reconnaissance non pas juridique, mais plutôt une reconnaissance, je dirais, opérationnelle, puisque faut-il rappeler que l'entité sioniste a des bases militaires, notamment depuis quelques années déjà. C'est pour vous dire que le projet était déjà, les pourtours de ce projet étaient déjà connus. Une reconnaissance expansionniste. Expansionniste, entre autres, mais surtout stratégique et militaire. C'est un poste avancé, des bases militaires stratégiques. Ça a été dit effectivement. Vous avez Bab el-Mandeb, vous avez au fait Bab el-Mandeb qui est juste 12% des échanges commerciaux. C'est la porte entre l'océan Indien et notamment le Moyen-Orient et l'Afrique via le canal de Suez. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un projet économique, il y a un projet stratégique, il y a aussi un projet, et c'est là où je veux en venir, de fragmentation notamment de la région, un projet de balkanisation de l'Afrique à travers ce découpage. Dois-je rappeler le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, dois-je rappeler effectivement le Yémen en l'occurrence. Donc on voit bien que les Émirats, l'entité sioniste, le même projet, mais c'est les méthodes qui différencient justement les perspectives des uns et des autres. Alors on a évoqué justement l'entité sioniste, on a évoqué les Émirats. Je pense qu'il faut parler également d'un autre pays qui n'a pas voulu se joindre donc à la Ligue arabe pour justement condamner cette reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland. Je parle bien évidemment de notre voisin de l'Ouest. Tout à fait, le Maroc qui fait tout pour ne surtout pas gêner son allié.
son allié sioniste, surtout dans cette question du Somaliland qui est très importante, d'autant plus qu'un des projets de déplacement massif de la population razaoui, c'est justement d'installer ces populations au Somaliland. C'est pour ça que, et d'ailleurs ça a été dénoncé dans le dernier point de la déclaration conjointe aujourd'hui des 21 pays arabes et musulmans, donc signés conjointement, qui disent que nous sommes totalement contre le projet sioniste de déplacement des populations dans ce Somaliland. Et bien sûr, le Maroc a refusé de signer cette déclaration conjointe pour ne surtout pas gêner son allié. Et quand on discute avec notamment des diplomates algériens, depuis la normalisation, à chaque fois qu'il y a une réunion de la Ligue arabe, enfin, le constat est là. Il n'y a jamais d'opposition du Maroc pour toute question qui pourrait gêner cet allié. Le Maroc qui confirme son alignement sur des agendas étrangers aux intérêts du continent africain. En plus du Maroc, il y a aussi le Bahreïn, les Émirats arabes unis. Il se trouve que les trois pays sont signataires des accords dits d'Abraham, normalisation. Donc ils ne veulent pas gêner cette entité qui a proclamé que le Somaliland est un pays indépendant. Il faut relever que le Somaliland réclame ou s'autoproclame État souverain depuis 1991 et il n'est pas du tout reconnu par aucun État, ni l'ONU, etc. Et donc, et curieusement, aujourd'hui, Taïwan, qui lui-même est d'une position internationale particulière, a soutenu cette décision de l'entité sioniste. Le Somaliland, comme l'a développé Kamel, il se trouve dans la même zone stratégique de l'océan Indien, de la mer Rouge et l'offre des ports. Et l'entité sioniste, en coordination avec les Émirats, voudrait maîtriser ou à la limite dominer ou contrôler ces ports qui sont très importants pour stratégique. Maintenant, comme l'a souligné Badis pour la fragmentation, oui, il y a toujours ce plan de fragmentation de l'ensemble des pays arabes. Ça a commencé, Badis, depuis plus de 20 ans. On a le Soudan qui a été divisé en deux, le Yémen qui est dans une situation instable, aujourd'hui la Somalie, un projet de diviser l'Irak en 3 régions, un projet de diviser aussi la Syrie en plusieurs régions, la même chose pour la Libye. Donc ça, c'est un plan qui continue et aussi avec le projet aussi, le rêve de Netanyahou, de l'extrême droite israélien sioniste, c'est d'envoyer une partie des Palestiniens de Gaza vers cette zone de Somaliland. Donc c'est un projet qui se met en application. D'où la condamnation de l'Algérie et des pays arabes et musulmans. Faisal, il y a aussi le fait qu'Israël, si elle a reconnu officiellement Somaliland, c'est parce qu'il y a eu un prélude. Les forces de police de la Somaliland sont entraînées, formées en Israël, donc il faut le comprendre. Et la deuxième, ces financements et le financement sont faits par les Émirats. Et pourquoi on voudrait faire de la Somaliland un pont qui va justement soutenir les FSR, c'est-à-dire les forces de soutien rapide qui sont au Soudan. Donc c'est créer un pont et en même temps c'est vrai, il y a deux objectifs. L'objectif émirati, bien évidemment, il y a l'objectif israélien. L'objectif israélien, on le sait, on vient de le développer, c'est contrôler les flux de maritime de la mer Rouge à partir du port d'Aden ou bien de Bab el-Mandeb ou bien au Somaliland. Et en même temps, c'est contrôler justement une région qui a été une région de menace pour la sécurité d'Israël parce que c'est à partir de là que partaient les missiles, c'est-à-dire au sud, partaient les missiles vers les ports d'Eilat ou dans la profondeur israélienne. Et en même temps, les Émiratis sont en train veulent utiliser la Somalie. Ils l'utilisent d'ailleurs actuellement, que ce soit le Somaliland ou bien le Tchad comme étant des pays de pont pour pouvoir justement apporter un soutien financier et militaire aux forces de soutien rapide soudanais qui sont en train d'essayer par tous les moyens de prendre le contrôle de Kordofan actuellement. Très bien. Madirza. Écoutez, moi, quand je vous écoute et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde actuellement, et surtout en Afrique, je vois que l'Afrique est très menacée, et menacée toujours par les mêmes. En l'occurrence, Israël, avec son bras armé qui est les Émirats arabes unis. Son bras armé dit musulman, ça passe mieux quand un musulman attaque un musulman ou qu'un musulman attaque un Africain. Et je pense qu'ils utilisent, que l'État d'Israël utilise les Émirats arabes unis pour justement percer l'Afrique et pour rentrer partout en Afrique pour semer la discorde et pour semer justement des conflits et le chaos. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est que l'Afrique, c'est le continent pour moi du futur, avec ses richesses, avec sa population, avec ses ports, avec ses côtes. Et c'est
très sincère ce que je dis. Elle est enviée, le continent africain est envié de partout et il attire énormément de monde pour venir piller et continuer à piller les richesses africaines. Et il faut que l'Afrique soit unie et solidaire pour justement contrecarrer toutes ces tentatives de déstabilisation du continent africain. J'abonde sur ce que tu dis, Mehdi, justement, et là je reviens sur le rôle de l'Algérie et de sa diplomatie. Rappelez-vous quelques années en arrière, quand l'entité sioniste a essayé de faire un hold-up sur l'Union africaine et d'être un membre observateur, mais la vérité est tout autre. C'était justement un cheval de Troie. Ils avaient été écartés par l'Algérie, justement. Exactement. Donc il y avait l'Algérie, en conjuguant ses efforts avec l'Afrique du Sud, ont tout fait des mains et des pieds pour effectivement préserver finalement l'Afrique. Et on le voit aussi bien aujourd'hui avec ce projet de fragmentation. C'est une évidence qu'actuellement l'Afrique est attaquée. La vieille Europe est fatiguée, tout le monde le sait. L'Asie, c'est l'ancienne et inarrêtable, et ça aussi tout le monde le sait. Il manque justement l'Afrique où il y a encore des réserves, où n'est pas encore développée, n'est pas à son taux de croissance de développement qu'elle peut atteindre, et justement ça attire beaucoup de monde. Et lorsqu'il s'agit des intérêts de l'Afrique, l'Algérie est toujours là pour défendre ses intérêts, alors que le Maroc est toujours là dans son silence complice. Voilà, c'est donc la fin, messieurs, de l'essentiel de cette actualité nationale. On va accueillir tout de suite monsieur le docteur Ahmed Ben Saada, spécialiste des questions géopolitiques et auteur. Ahmed Ben Saada, rejoignez-nous autour de la table, mesdames et messieurs, on revient tout de suite. Et le docteur Ahmed Ben Saada est en train de s'installer autour de la table. Le temps, donc, mesdames et messieurs, de vous parler du sujet qu'on va aborder ce soir. Les médias Bolloré qui excellent dans l'art de la fake news, des rumeurs de la manipulation. Le JDD Europe 1 et surtout CNews se sont illustrés en propageant en masse de fausses informations, frôlant parfois le ridicule. On s'y intéresse justement ce soir. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette aimable invitation. Alors, merci à vous encore une fois d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, monsieur Ahmed Ben Saada. Je vais revenir à vous dans quelques instants, le temps de regarder ce sujet signé Sofiane Baroudi avec le commentaire de Sohila Akilal. On en parle juste après. Les médias du groupe Bolloré n'en finissent pas de défrayer la chronique en lançant systématiquement des campagnes de propagande et de désinformation contre différentes cibles, toujours soigneusement triées sur le volet des intérêts et des calculs politiques rampants. L'Iran, la résistance palestinienne ou encore la Russie et la Chine ont pendant longtemps constitué des avatars de choix pour la machine de guerre informationnelle du groupe Bolloré. Mais les thèmes les plus récurrents des salves de désinformation lancées par ces médias de coloration brune restent l'islam et les musulmans, l'Algérie et les Algériens. La haine, le racisme et l'islamophobie caractérisés sont allés tellement loin que l'Arcom, principal organe de contrôle des médias en France, s'est saisi du dossier et que le service public français a engagé des poursuites contre le groupe Bolloré, accusé de faire le jeu, voire de servir de faire-valoir et de jouer franc jeu en faveur de l'extrême droite. Le JDD, Europe 1 et surtout CNews se sont illustrés pendant des mois et des années en propageant en masse des fausses informations parfois frôlant le ridicule sans vérification ni recoupement, en relayant des sources douteuses allant jusqu'à engager leur crédibilité éditoriale et leur réputation qui se trouve propulsée au plus bas des considérations de l'opinion publique. Celle-ci exprime dans plusieurs sondages, études et investigations sa nette défiance face à des appareils de médias de masse déconnectés des réalités, en servant d'instruments serviles à des agendas douteux indexés sur des intérêts de groupes restreints, souvent connectés aux centres financiers et aux courants réactionnaires, nostalgiques et colonialistes de différents bords. Soit dit en passant, la quasi-totalité des médias en France est contrôlée par un petit groupe de milliardaires monopolistes, ou quand la liberté d'expression est pendue à la corde du CAC et tributaire de ses actions en convulsion. La fièvre anti-algérienne a atteint cette dernière année un pic transposant dans une atmosphère irrespirable dans laquelle les propres auteurs du méfait risquent de se retrouver piégés. Pour rappel, une commission parlementaire a déjà épinglé les principaux animateurs des chaînes du groupe Bolloré, y compris celui-ci, grand patron oligarque et idéologue de la nouvelle extrême droite qui a été lui-même auditionné. C8 a vu sa fréquence sur la TNT retirée en guise de sanction face au déferlement raciste et à la profusion de fake news, principalement sur une émission à la réputation fortement sulfureuse.
D'autres figures du groupe Bolloré sont très décriées. Certains d'entre eux ont déjà été condamnés par la justice, mais restent néanmoins maintenus à l'antenne, au nez et à la barbe de leurs détracteurs quand l'éthique et la vérité sont sacrifiées. Sur l'autel du profit, de la haine et du mensonge, zapper reste salutaire puisqu'il n'y a rien à voir sur les médias du royaume Bolloré. Voilà, je pense que ça résume bien tous les agissements des médias Bolloré. Monsieur Ahmed Ben Saada, un commentaire sur ce sujet que vous venez de regarder. Ce qui est en fait, quand on regarde les médias Bolloré, que ce soit par exemple CNews ou Europe 1, on se rend compte justement qu'il y a une déferlante contre l'islam, contre l'Algérie, etc. Mais on n'arrive pas à la quantifier. Mais quand vous quantifiez cela, parce que en fait, dans mon dernier article, j'ai utilisé un outil qui est l'outil de l'Institut national de l'audiovisuel français. C'est un outil français qui nous permet de détecter le nombre de fois qu'un mot a été prononcé. Oui. Et quand on regarde, par exemple, certains mots que j'ai choisis justement pour l'article, comme le mot Algérie, par exemple, si on le compare avec le mot Maroc ou le mot Tunisie, on voit qu'il y a une grande différence d'occurrence dans les. Et si on prononce par exemple le mot Sansal, et on va voir que par exemple le mot Sansal ne se prononçait pas juste, se prononçait très peu avant l'arrestation de Boualem Sansal, et après il y a une montée vertigineuse, c'est-à-dire c'est absolument c'est édifiant. Voilà, on voit l'instrumentalisation. Voilà. Et après, on peut regarder, alors l'outil nous permet aussi de regarder chaque média tout seul. Oui. Et quand on regarde les médias comme CNews, par exemple, quand on les compare, CNews à BFM ou à LCI ou à France Info, on trouve justement que toujours, CNews est en premier. Et loin derrière, loin devant. Et en général, ce que j'ai remarqué, c'est que les occurrences de CNews sont supérieures à la somme des trois qui suivent. Et Europe 1, c'est la même chose, toujours en premier. Et donc, l'attaque des médias Bolloré paraissent de manière évidente dans l'étude que j'ai récemment faite. On va en parler justement de votre étude, M. Ahmed Ben Saada. Dans ce sujet réalisé par Sofiane Baroudi, on a également fait le parallèle avec le nombre de fois où, par exemple, Gaza a été évoqué, le nombre de fake news autour de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 du côté des territoires palestiniens occupés. On voit également tout ce qui est fake news concernant la Russie, par exemple, dans le conflit russo-ukrainien. Exactement. Donc, il y a tout un... En fait, CNews est engagé justement politiquement. En fait, CNews, c'est une chaîne TikTok. En fait, oui. C'est une chaîne qui n'est pas basée sur l'information. Elle est basée sur l'opinion. Ce sont des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes d'opinion. C'est pour ça qu'elles sont clivantes. C'est pour ça qu'elles font intervenir l'émotion. C'est-à-dire qu'elles vont toujours chercher l'émotion. Elles vont pas chercher la vérité de l'information. Donc, ces chaînes-là vont présenter l'information comme étant une opinion par rapport à une situation donnée. Dans le cas du conflit, donc du génocide palestinien, c'est clair que le biais de CNews et de Europe 1 était clair, c'est-à-dire qu'il était pro-israélien. Et on voit aussi qu'il y a, parmi les invités, on n'a jamais des invités de l'autre bord, on n'a que des invités de notre bord. Ça aussi, c'est une façon d'orienter l'opinion, en fait, c'est ce qu'on appelle le mensonge par omission, c'est-à-dire qu'on présente juste une face de la compréhension du phénomène qu'on a observé, et on ne regarde pas les autres aussi. Et ça, c'est du mauvais journalisme lorsqu'on présente qu'une façon ou qu'une facette de la compréhension des choses. Maderza, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Ahmed Ben Saada? Je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Non, moi je bois les paroles du docteur Ben Saada. Je l'ai félicité à plusieurs reprises par rapport à ses écrits et par rapport à ses prises de position, parce que ce qu'il dit est avéré, ça ne sort pas de la tête. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce que dit le professeur Ben Saada, il le vérifie. Lui, par contre, il fait de l'information, pas de la désinformation comme fait le groupe Bolloré, et il s'appuie sur des éléments qui sont en plus issus de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel français. Donc c'est pas Monsieur Ben Saada qui crée les chiffres. On passe du simple au quadruple en termes de mots Algérie employés sur les chaînes du groupe Bolloré. L'Algérie à toutes les sauces, à toutes les heures, sur tous les sujets. L'islam à tous les sujets également. Et on voit qu'il y a
frontalement une chasse à l'Algérie et une chasse à l'islam en général et à l'Algérie en particulier. Mais c'est flagrant, ça en devient presque risible, tellement c'est flagrant, ils ne s'en cachent même plus. Et du moment que vous arrivez à une étape où les gens ne se cachent même plus de faire de la désinformation comme ça en direct, eh ben c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une partie justement de l'opinion qui a commencé à gober ça et à valider justement ce cheminement de fake news à volonté. Parce que moi, c'est comme quand vous allez dans un restaurant à buffet à volonté, et bien là, quand vous allez sur les chaînes Bolloré, vous avez des fake news à volonté. Vous en avez sur Europe 1, vous en avez dans le JDD, vous en avez à CNews. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui peut-être croient à ces fake news constamment. Et il y en a une, bon, on en a débunké une il y a une semaine de façon très ironique, mais ce n'est qu'une parmi des milliers d'autres fake news, et il faut le savoir. Et notre travail à nous, ici, en tant que chroniqueur pour ma part et journaliste pour votre part, c'est justement de pouvoir se lever et dire d'arrêter le mensonge et l'acharnement systémique contre l'Algérie. Et cette guerre justement médiatique de la France contre l'Algérie, on va continuer d'en parler dans quelques instants, mesdames et messieurs. Juste une pause et on revient.